Un millionnaire soupçonne sa nouvelle épouse de maltraiter ses enfants jumeaux, mais lorsqu'il se déguise en jardinier pour enquêter, il surprend quelque chose qui change tout. L'employé de maison risquant son propre travail pour les protéger. Ce qui se passe lorsqu'il retire son masque devant tout le monde vous laissera sans voix. Vous n'allez pas croire comment se termine cette histoire de vengeance, d'amour et de justice. Les cisailles de jardinage tremblent dans les mains de Stéphane lorsqu'il voit Valérie pousser Chloé contre le mur de la cuisine. Petite sotte, combien de fois devrais-je te le répéter? La table se met avant le petit déjeuner, pas après. La fillette de 12 ans se serre le bras là où il a heurté le coin du comptoir. Ses yeux s'emplissent de larmes qu'elle s'efforce de retenir. Léo, son frère jumeau, lâche son sac à dos scolaire et se précipite vers elle. Ne t'en mêle pas. Valérie pointe un doigt accusateur vers le garçon. Vous êtes pareils tous les deux, mal élevés, paresseux. Votre père travaille comme un forcené pour entretenir cette maison de campagne et vous nourrir. Stéphane s'accroupit derrière la fenêtre de la cuisine, feignant de tailler les plantes du jardin. Cela fait 2 semaines qu'il travaille comme jardinier dans sa propre maison, observant. Il a dit à Valérie qu'il partait en voyage d'affaires pour 1 mois. Il a engagé un acteur pour passer quelques appels en se faisant passer pour lui, pendant qu'il porte une fausse barbe et de simples vêtements de travailleur. Si tu laisses encore traîner tes affaires, tu seras privé de dîner, continue Valérie, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. M'as-tu comprise? Chloé hoche la tête sans lever le regard. Une larme solitaire roule sur sa joue. Valérie sort de la cuisine d'un pas furieux et manque de trébucher sur Stéphane dans le jardin. Faites attention, crie-t-elle. Quel manque de savoir-vivre. Vous ne regardez pas où vous allez? Pardon, madame. J'étais concentré sur mon travail. Elle l'examine avec un mépris non dissimulé, de ses bottes usées à sa chemise en jean délavée. Son regard est celui qu'elle réserverait à un cafard. Les gens comme vous, toujours à croire que vous pouvez faire ce qui vous chante. J'espère que Manon vous paie peu pour ce service médiocre. Regardez-moi ces plantes, tout est de travers. Stéphane baisse la tête, serrant les dents. Je vais arranger ça tout de suite, madame. Vous avez intérêt. Et la prochaine fois, regardez où vous mettez les pieds. 2 semaines plus tôt, le bureau de Nicolas Lenoir arborait l'élégance sobre d'un cabinet d'avocats prospère. Les livres de droit remplissaient les étagères en acajou et l'arôme du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Stéphane était assis en face du bureau de son ami d'université, les mains jointes, la mâchoire crispée. Tu es fou? Nicolas posa sa tasse sur le bureau avec plus de force que nécessaire. Tu veux te déguiser en jardinier dans ta propre maison? Stéphane, ce n'est pas un feuilleton télévisé. Ce n'est pas une folie. Si ça fonctionne, c'est illégal. Tu pourrais t'attirer de sérieux ennuis. Violation de la vie privée. Tromperie. Dans ma propre maison, il n'y a pas de violation de la vie privée. Nicolas retira ses lunettes et se frotta les tempes. Parle-moi de ses soupçons. Qu'est-ce qui te fait penser que Valérie? Stéphane se leva et se dirigea vers la fenêtre. Lyon s'étendait devant lui, ses bâtiments scintillant sous le soleil de mars. Ce sont des petites choses. Quand je rentre du travail, les enfants sont silencieux, tendus. Avant, ils couraient pour m'accueillir. Ils s'adaptent peut-être. Tu es marié avec elle depuis 8 mois. Chloé a cessé de me parler de l'école. Léo ne me demande plus d'aide pour ses devoirs. Stéphane se tourna vers son ami. La semaine dernière, Chloé a dit quelque chose d'étrange. Elle a dit que lorsque papa n'est pas là, les règles sont différentes. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle est devenue nerveuse. Elle a dit qu'elle s'était trompée. Les yeux de Stéphane se durcirent. Mais j'ai vu de la peur sur son visage, Nicolas. Une peur réelle. Nicolas soupira. Et tu ne peux pas simplement parler à Valérie? Parler de quoi? D'un pressentiment? Elle dirait que je suis paranoïaque. Stéphane retourna à son siège. Hier, je suis rentré tôt. Valérie criait dans la cuisine. Quand elle m'a vu, elle a complètement changé. Elle a souri et a dit qu'elle était au téléphone. Les enfants n'ont pas osé me regarder dans les yeux pendant le dîner. Le silence emplit le bureau. Nicolas tapota des doigts sur le bureau. J'ai besoin de connaître la vérité,
continua Stéphane. Si je me trompe, parfait, mais si ce n'est pas le cas, et si tu découvres quelque chose d'horrible, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début, protéger mes enfants. La préparation prit 3 jours. Stéphane engagea Lucas Dubois, un acteur de théâtre local qui avait joué dans quelques films indépendants. Il le paya 5 000 € pour passer des appels occasionnels, en se faisant passer pour lui, au cas où Valérie voudrait le joindre pendant son « voyage ». « Vous êtes sûr de vous, monsieur ?» demanda Lucas en révisant le script des conversations téléphoniques. « Ça me semble très risqué. J'ai juste besoin que vous gardiez les conversations brèves. Dites que vous êtes occupé en réunion. » Dans une boutique de déguisement du centre-ville, Stéphane acheta une fausse barbe brune et une moustache. Sur un marché provençal, il acquit des vêtements d'occasion, des jeans usés, des chemises de travail, de vieilles bottes. Il se regarda dans le miroir de la cabine d'essayage et ne se reconnut pas. La conversation avec Valérie sur le voyage fut tendue dès le début. « Un mois entier ?» demanda-t-elle, mais son ton n'était pas empreint de tristesse, mais de curiosité. « Est-ce vraiment nécessaire que ce soit si long? Les investisseurs de Bordeaux sont très exigeants, ils veulent revoir tous les projets personnellement. Et tu ne peux pas faire des allers-retours? Ce serait très coûteux. Il vaut mieux que je reste là-bas et que je finisse tout d'un coup. » Valérie hocha la tête, et Stéphane remarqua quelque chose dans ses yeux. Du soulagement, de la satisfaction. « Les enfants vont te manquer, dit-elle, mais cela ne sonnait pas convaincant. Prends bien soin d'eux. Bien sûr, tu peux être tranquille. » Cette nuit-là, alors qu'il préparait une valise qu'il n'utiliserait pas, Stéphane entendit Valérie parler au téléphone dans le salon. « Il sera absent un mois complet? Oui, je vais enfin pouvoir mettre de l'ordre dans cette maison de campagne. » Le premier jour, en tant que jardinier, Stéphane arriva à 7 heures du matin. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'il allait le trahir. Manon, l'employé de maison engagé 3 semaines auparavant, lui ouvrit la porte de service. « Bonjour. Vous devez être le nouveau jardinier. »« Oui, madame. Je m'appelle Robert. » Manon sourit. C'était une jeune femme, peut-être de 28 ans, avec des cheveux noirs attachés en queue de cheval et des yeux aimables. « Je suis Manon. Madame Valérie m'a dit que vous viendriez aujourd'hui. » Stéphane étudia la maison comme s'il la voyait pour la première fois. La cuisine paraissait différente de cette perspective, plus grande, plus froide. Les carreaux blancs reflétaient la lumière matinale d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée. « Par où voulez-vous que je commence ? Les rosiers du jardin arrière ont besoin d'être taillés et il y a des mauvaises herbes près de la fontaine. » Pendant que Manon lui expliquait les tâches, Stéphane observa sa façon de parler. Elle était respectueuse mais pas servile, professionnelle mais chaleureuse. Il se demanda si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Valérie. Valérie apparut dans la cuisine au moment où Stéphane sortait dans le jardin. « C'est le jardinier. »« Oui, madame, il s'appelle Robert. » Valérie le toisa de haut en bas avec le même dédain qu'elle montrerait envers n'importe quel travailleur manuel. « J'espère qu'il est meilleur que le précédent. » Cet homme était un incapable. « Je ferai de mon mieux, madame. »« Vous avez intérêt, je ne tolère pas la médiocrité. » Durant les premières heures, Stéphane travailla en silence, s'habituant à sa nouvelle identité. Ses mains, adoucies par des années de travail de bureau, furent rapidement blessées par les outils, mais l'inconfort physique était moindre comparé à la tension d'observer sa propre maison comme un étranger. Les enfants apparurent dans le jardin après le petit déjeuner, en route pour l'école. En le voyant, ils s'arrêtèrent. « Qui est-ce ? » demanda Léo à Manon. « Le nouveau jardinier, il s'appelle Robert. » Chloé le regarda avec curiosité. « Qu'est-il arrivé à monsieur Miguel ? » « Il est parti travailler dans une autre maison, » répondit Manon. Stéphane garda la tête baissée, taillant les rosiers avec des mouvements maladroits. Entendre ses propres enfants parler de lui comme d'un inconnu lui fit plus mal qu'il ne l'avait prévu. « Bonjour » murmura-t-il dans leur direction. « Bonjour » répondirent-ils à l'unisson, mais sans enthousiasme. Quand ils partirent pour l'école, Stéphane remarqua qu'ils marchaient les épaules voûtées, sans l'énergie qu'ils avaient d'habitude. Avait-il toujours été comme ça le matin, ou était-ce nouveau? À midi, Manon lui apporta un verre d'eau et un sandwich. « J'ai pensé que vous auriez faim.
Merci. C'est très aimable. Ils s'assirent sur le banc de pierre sous le platane. Stéphane avait choisi cet arbre pour cet endroit spécifiquement parce que de là, on pouvait voir toute la maison. Ça fait longtemps que vous travaillez dans les jardins? Demanda Manon. Quelques années. C'est un travail honnête. Vous avez une famille? Stéphane avait préparé cette histoire. Je suis divorcé, sans enfant. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le prévoit. Manon hocha la tête avec compréhension. Et vous? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 3 semaines. C'est une bonne maison. Monsieur Stéphane est très respectueux. Et madame, Manon hésita un instant. Elle est correcte aussi. Stéphane nota la pause. Les enfants semblent calmes. Oui, ce sont de bons enfants. C'est juste que, Manon s'arrêta. C'est juste que rien. Je ne devrais pas faire de commentaires sur la famille. Mais Stéphane avait vu quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être même de la peur. La première révélation survint cet après-midi-là. Les enfants revinrent de l'école à 15h et Stéphane feignait de planter des fleurs près de la fenêtre de la salle à manger. Valérie les attendait dans la cuisine. « Comment s'est passée votre journée ?»« Bien, » répondit Léo. « Bien quoi ?» Le garçon la regarda, confus. « Pardon ?» On dit « bien, madame ». Combien de fois dois-je vous apprendre les bonnes manières? Pardon. Bien, madame. Mieux. Maintenant, allez faire vos devoirs et je ne veux pas entendre un bruit. Oui, madame, dirent les 2 enfants. Stéphane sentit un nœud se former dans son estomac. Ses enfants ne lui avaient jamais parlé avec cette formalité forcée. Chez eux, ça avait toujours été « papa » ou « papou ». Jamais « monsieur ». 1 heure plus tard, Léo descendit à la cuisine. « Madame Valérie, je ne comprends pas ce problème de maths. Pourriez-vous m'aider? Tu ne peux pas le résoudre seul? J'ai essayé. Mais quoi? Tu es bête? Le garçon baissa la tête. Non, madame. Alors, essaie plus fort. Les enfants intelligents n'ont pas besoin d'aide pour des devoirs simples. Oui, madame. Quand Léo partit, Stéphane vit qu'il avait les yeux rouges. À l'heure du dîner, le garçon n'était pas descendu. Où est Léo? Demanda Manon en mettant la table. Dans sa chambre. Il sera privé de dîner pour m'avoir mal répondu. Je peux lui apporter quelque chose de petit, un verre de lait peut-être? Non, il doit apprendre. Stéphane serra les cisailles de jardinage jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son fils de 12 ans serait privé de dîner pour avoir demandé de l'aide pour ses devoirs. Plus tard, alors que Valérie regardait la télévision dans le salon, Stéphane vit Manon monter discrètement avec une assiette couverte d'une serviette. Elle revint 10 minutes plus tard avec l'assiette vide. La deuxième révélation eut lieu le lendemain matin. Chloé était descendue pour le petit déjeuner avec les cheveux lâchés, naturellement bouclés comme ceux de sa mère décédée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Valérie en désignant sa tête. « Mes cheveux. Tu ressembles à une sauvageonne. Va te coiffer comme il faut. Mais je les aime comme ça. Je me fiche de comment tu les aimes. Va t'arranger. » Chloé monta lentement les escaliers. Quand elle revint, elle avait les cheveux tirés en une queue de cheval haute qui lui étirait la peau du front. Mieux. Une jeune fille décente ne se promène pas décoiffée dans la maison. Stéphane se souvint d'Hélène, sa première femme, coiffant Chloé avant d'aller à l'école. Elle lui faisait toujours des coiffures jolies mais confortables, jamais douloureuses. Hélène disait que les cheveux de Chloé étaient sa couronne naturelle. Quand Chloé partit pour l'école, Stéphane remarqua qu'elle se touchait constamment la tête, comme si elle avait mal. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel où il séjournait, Stéphane retira sa fausse barbe et se regarda dans le miroir. Son visage était marqué par l'adhésif, mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était ce qu'il avait vu dans les yeux de ses enfants. Résignation, peur, tristesse. Il sortit son téléphone et regarda les photos de famille. Il y en avait une d'il y a 6 mois, pour l'anniversaire des jumeaux. Léo et Chloé souriaient à pleines dents, serrés contre lui.
Ils avaient l'air heureux, en sécurité. Le téléphone sonna. C'était Valérie. Bonjour, mon amour. Comment se passent les réunions? Bien. Compliqué, mais on avance. Quand penses-tu rentrer? Je ne suis pas encore sûr. J'aurai peut-être besoin des 4 semaines complètes. Parfait, je veux dire, c'est bien. Les enfants sont très calmes, très obéissants. Stéphane nota quelque chose dans sa voix. De la satisfaction, comme si elle avait accompli quelque chose d'important. Comment vont-ils? Excellent. Sans problème. Ils se comportent comme des enfants bien élevés pour la première fois. Pour la première fois? Tu sais comment ils étaient avant, gâtés, insolents. Mais ils apprennent le respect maintenant. Stéphane sentit son sang se glacer. Ces enfants n'avaient jamais été gâtés ou insolents. Ils avaient été des enfants normaux, joyeux, avec la confiance de se savoir aimer. Je suis content de l'entendre. Oui, tu devrais être fier. Quand tu reviendras, tu les trouveras très changés. Après avoir raccroché, Stéphane resta assis sur le lit de l'hôtel pendant un long moment. Les mots de Valérie résonnaient dans sa tête. Pour la première fois, très changé. Il prit sa décision. Il avait besoin de plus de preuves avant d'agir, mais il savait déjà ce qu'il allait trouver. La question n'était plus de savoir si Valérie faisait du mal à ses enfants, mais combien de dégâts elle avait déjà causés. Stéphane arriva à 6h30 du matin. Avant même de sonner à la porte de service, il entendit des cris venant du 2e étage. Il resta immobile près de la porte arrière, essayant de distinguer les mots. C'est horrible, une saleté. C'est comme ça qu'une jeune fille fait son lit? La voix de Valérie résonnait depuis la chambre de Chloé. Stéphane contourna le jardin pour se placer sous la fenêtre. De là, il pouvait voir partiellement l'intérieur. Enlève ses draps et refais-le. Chloé, encore en pyjama, tirait sur les draps du lit avec des mouvements maladroits. Ses petits doigts luttaient avec les coins du matelas. Pas comme ça, tu es idiote. Les coins doivent être parfaits. La fillette défit le lit et recommença. Stéphane vit une larme rouler sur sa joue, mais elle ne fit aucun bruit. C'est encore mal fait. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as que de l'air dans la tête? Chloé commença pour la 3e fois. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tendait les draps. Quand elle eut terminé, Valérie inspecta chaque coin comme un sergent militaire. C'est mieux, mais à peine. La prochaine fois, tu le fais bien du premier coup. Valérie sortit de la chambre et Stéphane s'accroupit derrière les buissons. Par la fenêtre, il vit Léo entrer dans la chambre de sa sœur. Le garçon la serra dans ses bras sans rien dire. Ne pleure pas, Chlo. C'est passé. J'ai mal aux mains, murmura-t-elle. Les pas de Valérie résonnèrent dans le couloir. Léo se sépara rapidement de sa sœur. Qu'est-ce que vous faites? Valérie apparut à la porte. Rien, madame, je venais juste, arrête de la chouchouter, c'est pour ça qu'elle est si gâtée. Allez vous habiller tous les deux. Il est tard. Les enfants se dépêchèrent de regagner leurs chambres respectives. Stéphane serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Au petit déjeuner, Stéphane feignait de s'occuper des pots de fleurs de la salle à manger tout en observant à travers la vitre. Valérie servit les céréales, une grande assiette pour elle, 2 petits bols pour les enfants. Les portions étaient ridiculement petites. Ça suffira pour vous, dit-elle en plaçant les bols devant Léo et Chloé. Léo regarda sa portion, puis celle de Valérie. Elle s'était servi le double dans son assiette. Madame Valérie, puis-je me servir un peu plus? J'ai très faim. Non, les enfants gros sont une honte pour leurs parents. Votre père travaille beaucoup pour entretenir cette maison de campagne, et vous n'allez pas gaspiller la nourriture ni devenir des porcs. Léo fronça les sourcils. Mais vous vous êtes servi beaucoup plus que nous. Le silence qui suivit fut glacial. Valérie laissa tomber sa cuillère sur la table avec un bruit sec. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai juste dit que, tu es privé de déjeuner. On verra si ça t'apprend à ne pas être insolent. Léo baissa la tête. Pardon, madame. Il est trop tard pour les pardons. Pas de déjeuner. Manon apparut à ce moment-là, venant de la cuisine. Madame Valérie,
et si j'organisais mieux les repas? Je peux prévoir des menus plus nutritifs pour les enfants. Les menus sont très bien comme ils sont. Bien sûr, je pensais juste que nous pourrions peut-être établir des horaires plus organisés. Valérie la regarda avec suspicion. D'accord, mais sans changer les portions. Stéphane vit Manon hocher la tête, mais il remarqua la détermination dans ses yeux. Durant la matinée, alors que Stéphane taillait les haies, Manon sortit dans le jardin avec un arrosoir. Comment avance le travail? Bien. Cette maison de campagne a de magnifiques jardins. Oui, Monsieur Stéphane les a conçus lui-même. Manon s'approcha des fleurs. Vous avez travaillé dans beaucoup de maisons? Quelques-unes. Avez-vous remarqué que certaines personnes changent quand d'autres ne sont pas là? Stéphane cessa de tailler et la regarda. Que voulez-vous dire? Manon hésita, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Parfois, les gens agissent différemment quand le patron n'est pas à la maison. Je suppose que c'est naturel. Avez-vous travaillé dans des maisons où les enfants semblaient tristes? La question le prit par surprise. Pourquoi demandez-vous ça? Simple curiosité. Parfois, je me demande si c'est normal. Stéphane l'étudia. Manon arrosait les fleurs avec des mouvements nerveux, évitant son regard. Je ne pense pas qu'il soit normal que des enfants soient tristes dans leur propre maison. Non, je ne le pense pas non plus. Ils continuèrent à travailler en silence, mais Stéphane avait compris le message. Manon aussi avait remarqué que quelque chose n'allait pas. L'après-midi, Valérie reçut 3 amis pour le café. Les femmes arrivèrent dans des voitures de luxe, vêtues de vêtements élégants et chargées de commérages. Stéphane les observa depuis le jardin en feignant de planter des fleurs. Les enfants, venez dire bonjour à mes amis, cria Valérie. Léo et Chloé descendirent lentement les escaliers. Ils avaient troqué leurs vêtements d'école pour une tenue plus formelle. Regardez comme ils sont beaux, dit l'une des femmes. On dirait des petites poupées. Oui, ils sont très obéissants, répondit Valérie avec une fausse fierté. Dites bonjour aux dames. Bonjour, mesdames, dirent les enfants à l'unisson. Comme ils sont bien élevés. Tu as vraiment fait du bon travail avec eux, Valérie. Merci. J'ai dû être ferme, mais vous voyez les résultats. Valérie les exhiba comme des trophées pendant 10 minutes, les interrogeant sur l'école, leur faisant réciter les tables de multiplication. Les femmes applaudissaient comme si elles assistaient à un spectacle. Bon, vous pouvez y aller maintenant. Allez dans vos chambres et ne faites pas de bruit. Les dames et moi avons des choses importantes à nous dire. Oui, madame, répondirent-ils avant de monter les escaliers. Stéphane remarqua qu'ils marchaient comme des soldats, le dos raide et les épaules tendues. Quand les femmes s'installèrent sur la terrasse pour le café, Stéphane dut passer près d'elles pour arroser les plantes. Valérie le vit et éleva délibérément la voix. C'est si difficile de trouver des jardiniers compétents de nos jours. On dirait que n'importe qui pense pouvoir faire ce travail. Ses amis rirent. Il est nouveau? Oui. L'employé de maison l'a engagé. J'espère qu'il est meilleur que le précédent. C'était un désastre total. Stéphane continua d'arroser, feignant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme un coup. La femme qui l'avait fait entrer dans sa maison, qui dormait dans son lit, l'humiliait devant des étrangères pour le plaisir. Au moins, il a l'air costaud, commenta une autre femme. Les jardiniers d'avant étaient si vieux. Oui, mais la force ne fait pas le cerveau. Les gens comme ça ne comprennent jamais les choses raffinées de la vie. Stéphane serra le tuyau d'arrosage jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cet après-midi-là, après le départ des femmes, Stéphane observa depuis le jardin Valérie monter au 2e étage. Il la vit entrer dans la chambre de Léo et commencer à tout inspecter méticuleusement. Elle ouvrit des tiroirs, regarda sous le lit, feuilleta des cahiers, confisqua 3 livres d'aventure que le garçon avait pris dans la bibliothèque de la maison. Ces saletés ne sont pas éducatives, elles ne font que te remplir la tête de fantaisie. Puis elle alla dans la chambre de Chloé. Elle trouva un ours en peluche qui était resté sur le lit après le nettoyage du matin. Qu'est-ce que ça fait là? Tu es trop grande pour jouer avec des poupées. Sans plus de cérémonie, elle prit l'ourson et le jeta contre le mur. Une des oreilles se détacha. Mon nounours! Cria Chloé. Les nounours sont pour les bébés.
Tu n'es plus un bébé. Chloé s'agenouilla et ramassa les morceaux de son jouet. C'était le seul qui lui restait de l'époque où sa mère était en vie. Stéphane s'en souvenait parfaitement. Hélène le lui avait offert pour son 5e anniversaire. Les enfants ne protestèrent pas, ne pleurèrent pas, ne se plaignirent pas. Ils acceptèrent simplement. Cette résignation effraya Stéphane plus que n'importe quel cri. À l'heure du déjeuner, Manon apporta un sandwich supplémentaire dans le jardin. « J'ai pensé que vous auriez faim. »« Merci. Vous êtes très attentionné. » Ils s'assirent sous le platane comme la veille. Le soleil filtrant à travers les feuilles créait des motifs de lumière et d'ombre sur l'herbe. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Manon. « Bien sûr. Avez-vous eu une enfance heureuse ?» La question le surprit. « Oui, plutôt. Mes parents étaient affectueux. » Quelle chance. Je n'ai pas eu cette chance. Manon mordit lentement dans son sandwich. Ma mère travaillait beaucoup. Mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. Je passais parfois des journées entières sans que personne ne me parle avec tendresse. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. C'est du passé. Mais c'est pour ça que j'aime travailler dans des maisons où il y a des enfants. J'aime m'assurer qu'ils vont bien. Dans la maison précédente, la dame était très douce. Elle traitait tout le monde avec respect, les employés comme les enfants. Les enfants couraient l'embrasser quand elle rentrait du travail. Les yeux de Manon s'attristèrent. Les enfants méritent de se sentir en sécurité dans leur propre maison. Stéphane sentit une pointe de culpabilité. Vous avez raison. Parfois, je me demande si j'ai bien fait de prendre ce travail. Pourquoi ? Manon le regarda droit dans les yeux. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je ne sais pas si j'ai le droit de m'en mêler. Quel genre de choses ? Vous avez vu les enfants, vous semble-t-il heureux ? Stéphane dut contrôler sa voix pour qu'elle ne tremble pas. Pas particulièrement. Exactement. Et ça m'inquiète. Ils restèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Stéphane réalisa que Manon était une alliée, quelqu'un qui se souciait aussi du bien-être de ses enfants. Ce soir-là, alors qu'il rangeait ses outils, Stéphane entendit Valérie parler au téléphone depuis le salon. Il s'approcha de la fenêtre et s'accroupit parmi les plantes. « Je te dis que ça a été un succès total », disait-elle d'une voix satisfaite. Les morveux n'osent même plus respirer fort. La voix de l'autre personne était inaudible, mais Valérie répondait avec enthousiasme. C'étaient de terribles enfants gâtés. Stéphane les avait complètement pourris. Mais moi, je leur apprends la vraie discipline. Pause. Non, il ne s'est rendu compte de rien. Il est tellement occupé avec ses affaires qu'il ne demande même pas de détails. Autre pause. Quand il reviendra, il les trouvera comme des enfants modèles, silencieux, obéissants, respectueux. Il me remerciera pour le reste de sa vie. Le rire de Valérie était froid, calculé. Il n'y avait aucun amour maternel en elle, seulement la satisfaction d'avoir soumis 2 enfants de 12 ans. Bien sûr que les enfants ont peur de moi. C'est ainsi que ça doit être. Le respect vient de la peur, pas de l'affection. Stéphane ferma les yeux et respira profondément pour se contrôler. Chaque mot confirmait ses pires soupçons. Le point culminant de la journée arriva après le dîner. Chloé était descendue à la cuisine avec son cahier de mathématiques. « Madame Valérie, je ne comprends pas ce problème. Pourriez-vous me l'expliquer ? » Encore ? N'as-tu pas écouté à l'école ? Si, j'ai écouté, mais celui-ci est différent. Ne me sors pas d'excuses. Les enfants intelligents n'ont pas besoin qu'on leur explique tout. S'il vous plaît, juste, j'en ai assez de tes comédies. Dans la salle de bain. Maintenant. Dans la salle de bain ? Tu m'as entendu. Et tu y restes jusqu'à ce que tes caprices te passent. Valérie traîna Chloé jusqu'à la salle de bain des invités et ferma la porte à clé. La fillette commença à pleurer de l'autre côté. S'il vous plaît, madame, je voulais juste de l'aide. Tu restes là jusqu'à ce que tu apprennes. Stéphane observait depuis la fenêtre de la salle à manger, le cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Sa fille de 12 ans était enfermée dans une salle de bain pour avoir demandé de l'aide pour ses devoirs. 20 minutes plus tard,
Manon apparut près de la salle de bain. Madame Valérie, excusez-moi. J'ai besoin de nettoyer cette salle de bain avant l'arrivée des invités de demain. Quels invités? Vos cousines ne venaient-elles pas demain après-midi? Valérie fronça les sourcils. Non, c'est vendredi. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de jour. Mais je pourrais quand même faire sortir la petite. J'ai besoin de nettoyer. Valérie hésita, puis ouvrit finalement la porte. Chloé sortit, les yeux rouges et le visage marqué par les larmes. Dans ta chambre, et sans faire de bruit. Oui, madame. Stéphane vit Manon suivre Chloé du regard, ses propres yeux brillants de larmes contenues. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Stéphane retira sa fausse barbe et se regarda dans le miroir. Son visage reflétait la même dévastation qu'il ressentait à l'intérieur. La situation était pire qu'il ne l'avait imaginé. Valérie n'était pas seulement stricte ou exigeante, elle était cruelle, délibérément cruelle. Et ses enfants payaient le prix de son erreur de l'avoir épousée. Il prit son téléphone et composa le numéro de Nicolas. « Stéphane? Que se passe-t-il? Il est 23 heures. Tu avais raison. C'est pire que ce que je pensais. Que as-tu vu? Des humiliations, des punitions disproportionnées, la privation de nourriture. » La voix de Stéphane se brisa. « Nicolas, cette femme torture mes enfants. » Torture? N'exagères-tu pas? Elle les enferme dans des salles de bain, leur supprime des repas, détruit leurs jouets. Et eux, ils ne protestent même plus. Ils sont résignés. Le silence à l'autre bout de la ligne dura plusieurs secondes. Que vas-tu faire? J'ai besoin de plus de preuves, quelque chose qui me permette de la mettre dehors immédiatement et de m'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais d'eux. Fais attention, Stéphane. Si elle te découvre, elle ne me découvrira pas. Mais je dois agir vite. Je ne peux pas laisser cela continuer. Après avoir raccroché, Stéphane resta éveillé très tard, planifiant. Il ne s'agissait plus seulement de confirmer ses soupçons, il s'agissait de sauver ses enfants avant que les dommages ne soient irréversibles. Le masque du jardinier devrait rester encore un peu, mais il savait déjà que la fin était proche. Et quand ce moment arriverait, Valérie découvrirait qu'elle avait gravement sous-estimé l'homme qu'elle croyait tromper. Une semaine plus tard, Stéphane avait appris à lire les signes de danger dans sa propre maison. Quand Valérie marchait d'un pas rapide le matin, cela signifiait qu'elle chercherait une raison de punir les enfants. Quand elle parlait au téléphone d'une voix douce, la tempête suivrait. Et quand elle souriait en préparant le petit déjeuner, c'est parce qu'elle avait déjà planifié une nouvelle règle impossible à respecter. Mais il avait aussi appris à reconnaître les signes de protection que Manon avait créés en silence. Ce mardi matin, alors qu'il taillait les rosiers près de la cuisine, il vit Manon, oublié, un sandwich enveloppé dans une serviette sur le comptoir, juste là où Léo passerait en allant à l'école. Le garçon le vit, regarda autour de lui pour s'assurer que Valérie n'était pas là, et le glissa rapidement dans son sac à dos. L'après-midi, quand Chloé rentra de l'école en pleurant parce qu'elle avait oublié son projet de science à la maison, Manon apparut immédiatement. « Madame Valérie, excusez l'interruption. Il faut que vous vérifiez la liste des courses. C'est urgent car le magasin ferme tôt aujourd'hui. » La diversion fonctionna. Valérie alla vérifier la liste inventée. Et Manon aida discrètement Chloé à assembler son projet avec des matériaux qu'elle trouva dans les tiroirs de la cuisine. Stéphane remarqua également que Manon avait un sixième sens pour apparaître près des enfants quand Valérie était de mauvaise humeur, comme si elle avait un radar pour le danger. Le mercredi matin, la tension explosa finalement dans la cuisine. Stéphane arrangeait les plantes de la salle à manger quand il entendit des voix s'élever. Il s'approcha de la fenêtre et vit Valérie confronter Manon. « J'ai remarqué quelque chose d'intéressant, » dit Valérie d'une voix dangereusement calme. « Il semble que vous ayez toujours des tâches urgentes, juste au moment où je discipline les enfants. » Manon continua de nettoyer la cuisinière sans se retourner. « J'essaie juste de maintenir la maison en ordre, madame. » « Vraiment? Parce qu'il me semble que vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. » « Ce n'était pas mon intention, madame. Les enfants sont devenus plus insolents ces derniers temps, comme si quelqu'un leur mettait des idées dans la tête. » Manon se tourna pour faire face à Valérie. Son expression était respectueuse mais ferme. « Je ne fais que mon travail. Votre travail, c'est de nettoyer et de cuisiner, pas d'élever mes enfants. »
Bien sûr, madame. Parce que je veux que vous sachiez une chose très clairement. Valérie s'approcha jusqu'à se tenir juste devant Manon. Les employés qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas, qui se croient le droit de donner leur avis sur la façon dont je gère ma famille, sont licenciés sur le champ. M'avez-vous comprise? Stéphane vit Manon serrer le chiffon de cuisine entre ses mains, mais elle ne recula pas. Je vous ai parfaitement comprise, madame. J'espère bien. Parce que les références d'une maison comme celle-ci ne sont pas faciles à obtenir. Et sans bonne référence, il est très difficile de trouver du travail dans des familles décentes. Je veux juste que la maison fonctionne bien pour le retour de monsieur Stéphane, répondit Manon d'une voix sereine. Valérie l'étudia un instant de plus, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Vous avez intérêt. Au déjeuner dans le jardin, Manon était plus silencieuse que d'habitude. Ils partageaient leur repas sous le platane, mais elle touchait à peine à son sandwich. Tout va bien? Demanda Stéphane. Oui, je réfléchissais juste à quelque chose. Manon le regarda avec des yeux tristes. Puis-je vous confier quelque chose de personnel? Bien sûr. Avant, j'ai travaillé dans une maison où il y avait des problèmes. Quel genre de problème? Le monsieur était très strict avec son fils, trop strict. Manon fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Il lui criait dessus, le punissait pour de petites choses, lui donnait l'impression que tout ce qu'il faisait était mal. Stéphane cessa de mâcher. Et qu'avez-vous fait? Rien. Le mot sortit comme un murmure. Je me suis tu parce que j'avais besoin du travail, parce que je pensais que ce n'était pas ma place de m'en mêler, parce que je me disais que j'exagérais peut-être. Qu'est-il arrivé au garçon? Il est parti vivre chez sa grand-mère après que les choses se sont beaucoup dégradées. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Je regrette chaque jour de n'avoir rien fait. Je me suis promis de ne plus jamais me taire si je voyais un enfant souffrir. Stéphane sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cette femme, qui risquait son travail pour protéger ses enfants, avait plus de courage que beaucoup d'adultes qu'il connaissait. Vous avez bien fait d'apprendre de cette expérience. Parfois, je me demande si ce que je fais ici est bien, si j'ai le droit de protéger les enfants. Ce n'est jamais mal, dit Stéphane. Manon le regarda avec surprise. Vous le pensez vraiment? Absolument. Les enfants ne peuvent pas se défendre seuls. Ils ont besoin d'adultes pour les protéger. Un petit sourire apparut sur le visage de Manon. Merci de dire ça. Alors qu'il finissait de manger, Stéphane réalisa qu'il avait observé chaque détail d'elle, la façon dont elle bougeait ses mains en parlant, comment elle fronçait les sourcils quand elle était inquiète, comment ses yeux s'illuminaient quand elle souriait. Vous avez des projets pour l'avenir? Demanda-t-elle soudainement. Comme quoi? Je ne sais pas, une famille, peut-être changer de travail? Stéphane dut réfléchir rapidement. J'aimerais avoir une famille un jour. Avec la bonne personne. Comment serait la bonne personne? Quelqu'un de bienveillant, qui aime les enfants, qui est courageux quand il le faut. Manon rougit légèrement. Ça ressemble à une personne très spéciale. Elle le serait. Quand elle rougit, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort d'Hélène. Pas seulement une attirance physique, mais quelque chose de plus profond, une admiration sincère, du respect, peut-être même de l'amour. Et cela le terrifiait, parce qu'elle était en train de tomber amoureuse du pauvre jardinier nommé Robert, pas de l'entrepreneur millionnaire nommé Stéphane. Cet après-midi-là, Valérie annonça de nouvelles règles pendant le goûter. À partir d'aujourd'hui, pendant les repas, on ne parle pas. Vous mangez en silence. Léo cessa de mâcher. Pourquoi, madame? Parce que les enfants bien élevés ne jacassent pas à table comme des perroquets. Mais avant, on pouvait parler. Avant, vous étiez mal élevé. Maintenant, vous allez apprendre les bonnes manières. Chloé leva timidement la main. On ne peut même pas demander de nous passer quelque chose? Vous montrez du doigt. Et si on a besoin d'aller aux toilettes? Vous demandez la permission en levant la main, comme à l'école. Léo fronça les sourcils. Ces règles sont nouvelles. Quand papa était là, on haine, ces règles ont toujours existé, le coupa Valérie. Ce qui se passe, c'est que votre père vous a trop gâté et que vous ne faisiez pas attention. Mais moi, je vais vous les faire respecter.
Stéphane observait depuis le jardin, voyant comment ses enfants acceptaient en silence ces nouveaux mensonges. Valérie était en train de réécrire l'histoire, les faisant douter de leurs propres souvenirs. Mais les enfants commencèrent à montrer de petits actes de résistance. Stéphane vit Chloé cacher des biscuits dans les poches de son uniforme scolaire. Il la trouva en train de dessiner dans son cahier des personnages qui représentaient clairement Valérie avec un visage de monstre et des dents pointues. Léo avait développé un système de signes secrets avec sa sœur. Un tapotement sur le nez signifiait « Attention ». 2 tapes sur la jambe signifiaient « Elle regarde ». Un clin d'œil signifiait « Tout va bien ». Un après-midi, Stéphane assista à la façon dont Léo endossait la responsabilité pour quelque chose que Chloé avait fait. « Qui a laissé cette tasse sale dans le salon ?» cria Valérie. Chloé pâlit. Elle avait bu de l'eau en faisant ses devoirs et avait oublié de ramener la tasse à la cuisine. « C'est moi, madame, » dit Léo rapidement. « Qu'est-ce que tu faisais à boire dans le salon ? » J'avais soif après le sport. Tu sais parfaitement qu'on ne mange ni ne boit en dehors de la cuisine. Oui, madame, j'ai oublié. Dans ta chambre, sans dîner. Alors que Léo montait les escaliers, Stéphane vit Chloé le suivre des yeux, rempli de gratitude et de culpabilité. Son fils de 12 ans se sacrifiait pour protéger sa sœur. Le moment le plus douloureux arriva le vendredi après-midi. Stéphane arrosait les plantes quand il vit Chloé sortir en courant de la maison et se cacher derrière les buissons du jardin. Elle pleurait en silence, les mains couvrant son visage. Manon l'avait vue aussi. Elle s'approcha et s'assit dans l'herbe à côté de la fillette, sans rien dire au début. « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Elle s'est fâchée parce que je n'ai pas réussi à résoudre un problème de maths, » murmura Chloé. « Elle a dit que je suis bête comme ma mère. » Stéphane sentit son sang se glacer. Valérie avait mentionné Hélène. Elle avait utilisé sa mémoire pour blesser sa fille. « Tu n'es pas bête, » dit Manon fermement. « Et je suis sûr que ta maman était une femme très intelligente. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, mais je suis sûr qu'elle t'aimait beaucoup et qu'elle serait très fière de toi. Pourquoi est-ce que je pleure autant ? » Léo ne pleure pas. Parfois, il faut pleurer. C'est comme quand il pleut. Le ciel a besoin de sortir toute l'eau qu'il a à l'intérieur pour pouvoir redevenir clair. Chloé se blottit contre Manon, qui la serra dans ses bras comme le ferait une vraie mère. Stéphane réalisa à ce moment-là que Manon serait une mère 100 fois meilleure que Valérie. Elle avait ce que Valérie n'aurait jamais, un amour sincère pour les enfants. Le samedi matin, Valérie décida d'interroger les enfants. « Je veux que vous me disiez exactement quelle conversation vous avez eue avec Manon. » Les enfants échangèrent des regards nerveux. « Juste des choses normales, madame, » répondit Léo. « Quel genre de choses normales ? Elle nous demande des nouvelles de l'école, des devoirs. Vous a-t-elle posé des questions sur moi ? Sur la façon dont je vous traite ? Non, madame. Vous en êtes sûr ? Parce que si je découvre que vous avez dit du mal de moi ou que vous avez raconté des commérages sur cette maison, Manon s'en va immédiatement. M'avez-vous compris ? Oui, madame, dirent-ils tous les deux. Mais Stéphane vit la peur dans leurs yeux. Parce qu'une employée qui met des idées bizarres dans la tête des enfants n'a pas sa place dans cette maison. Le moment décisif arriva le dimanche après-midi. Stéphane plantait de nouvelles fleurs dans le jardin de devant quand Valérie sortit pour superviser son travail. Manon nettoyait les fenêtres du salon. « Qu'est-ce que vous plantez là ?» demanda Valérie d'un ton méprisant. « Des pétunias, madame. » C'est horrible. Ça ne va pas du tout avec le design du jardin. Je peux les changer si vous voulez. Bien sûr que vous allez les changer. À quoi pensiez-vous ? Valérie éleva la voix pour que Manon puisse entendre de l'intérieur. Les gens de votre classe ne comprennent jamais les choses raffinées de la vie. Ils croient que n'importe quelle fleur bon marché fera l'affaire. Stéphane continua de travailler la tête baissée, sentant l'humiliation lui brûler les joues. Monsieur Stéphane a très bon goût pour le design. Il a personnellement choisi chaque plante de ce jardin. Et vous venez tout gâcher avec ces saletés. Vous avez raison, madame. Je vais arranger ça. Vous avez intérêt. Et la prochaine fois, réfléchissez avant de faire quelque chose d'aussi stupide. De la fenêtre, Manon avait cessé de nettoyer et observait la scène en fronçant les sourcils. Madame Valérie,
dit-elle de l'intérieur. Excusez-moi de m'en mêler, mais je pense qu'il fait du bon travail avec le jardin. Valérie se tourna vers la fenêtre, les yeux brillants de colère. Pardon? Je veux dire, les pétunias sont de très belles fleurs. Elles durent longtemps et ajoutent de la couleur. Je n'ai pas demandé votre avis. Bien sûr, madame. Je pensais juste, ne pensez pas. Faites votre travail et cessez de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Manon retourna nettoyer les fenêtres, mais Stéphane avait vu la détermination dans ses yeux. Elle n'allait pas se taire face à l'injustice, quelles qu'en soient les conséquences. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Stéphane resta éveillé très tard, planifiant. Manon prenait de plus en plus de risques pour protéger ses enfants. Bientôt, Valérie la renverrait, ou pire. Il ne pouvait pas permettre que cette femme courageuse paie le prix de sa supercherie. Et il ne pouvait pas laisser ses enfants perdre la seule personne qui les protégeait. Il était temps de mettre fin à la mascarade, mais il devait le faire d'une manière qui garantirait la sécurité de tous, de ses enfants, de Manon, et même de lui-même. Il prit une feuille de papier de l'hôtel et commença à écrire un plan détaillé. D'ici 3 jours maximum, tout serait terminé. Valérie découvrirait qui était vraiment le jardinier, et les conséquences changeraient tout pour toujours. Mais avant cela, il devait s'assurer d'avoir les preuves nécessaires pour protéger ses enfants de toute vengeance légale que Valérie pourrait tenter. Et il devait trouver un moyen de dire la vérité à Manon sans perdre pour toujours la femme dont il était tombé amoureux en prétendant être quelqu'un d'autre. Stéphane arriva dans le jardin et sut immédiatement que quelque chose avait changé. L'air lui-même semblait plus lourd, chargé d'une tension qui n'était pas là auparavant. Léo était assis sur les marches de l'entrée arrière, attendant que Manon finisse de préparer le petit déjeuner. Quand il vit le jardinier, il leva la main pour le saluer, et Stéphane vit la tache violacée qui s'étendait de son poignet à son coude. « Bonjour, Robert » dit le garçon en baissant rapidement le bras. « Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras » Léo regarda nerveusement vers la maison. « Je suis tombé hier à l'école pendant la récréation. Ça a l'air douloureux. » « Non, ça va, ça ne fait plus mal. » Mais Stéphane connaissait son fils. Léo avait la même expression qu'il arborait quand il était petit et qu'il avait cassé quelque chose d'important. Un mélange de culpabilité et de peur. Manon apparut à la porte de la cuisine avec un plateau. « Léo, le petit déjeuner est prêt. » Quand elle vit Stéphane, ses yeux se dirigèrent immédiatement vers le bras du garçon. Il y avait une inquiétude sincère dans son regard, mais aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la connaissance. « Il s'est beaucoup blessé hier » demanda Stéphane. « Oui, c'était une mauvaise chute » répondit Manon. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Les enfants sont si actifs à cet âge. Léo se leva rapidement. « Je ferais mieux d'aller déjeuner. » Quand le garçon entra dans la maison, Manon resta un instant de plus à la porte. « Les accidents arrivent » dit-elle à voix basse, regardant directement Stéphane, surtout quand les enfants n'obéissent pas aux nouvelles règles. Au cours des jours suivants, Stéphane observa Valérie perdre patience avec une fréquence alarmante. Elle n'avait plus besoin de grandes transgressions pour exploser. N'importe quoi pouvait déclencher sa colère. Le mardi matin, Chloé laissa un verre sur la table de la salle à manger après le petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria Valérie depuis la cuisine. « Un verre, madame. J'ai oublié de l'emporter. » « Tu as oublié ? Combien de fois dois-je te dire que chacun nettoie ce qu'il salit ? J'y vais. C'est trop tard. Tu l'as laissé là comme une souillon. » Le mercredi, Léo fut puni pour avoir laissé une chaussure hors de l'endroit désigné. Le jeudi, Chloé reçut une réprimande de 20 minutes pour avoir respiré trop fort en faisant ses devoirs. « Tu ressembles à un cheval. » Les enfants bien élevés ne font pas de bruit, même pour respirer. Manon tentait de servir de médiatrice chaque fois qu'elle le pouvait, mais ses interventions ne semblaient qu'irriter davantage Valérie. « Madame, peut-être que les enfants pourraient, ne me dites pas comment gérer mes enfants. » « Bien sûr, madame. Je pensais juste que, ne pensez pas. Faites votre travail. » Le vendredi matin, la tension éclata finalement. Stéphane taillait les buissons près de la fenêtre de la cuisine quand il entendit Valérie confronter directement Manon. « Nous devons parler » dit Valérie d'une voix dangereusement calme. « Dites-moi, madame.
Depuis que vous êtes arrivé dans cette maison, les enfants ont changé. Dans quel sens, madame? Ils sont plus insolents, plus paresseux, plus rebelles. Manon continua de laver la vaisselle sans se retourner. Je n'ai pas remarqué cela. Bien sûr que vous ne l'avez pas remarqué, parce que vous faites partie du problème. Je ne comprends pas. Bien sûr que vous comprenez, éleva la voix Valérie. Vous les pourrissez. Vous les chouchoutez, vous les protégez quand ils devraient apprendre la discipline. Vous sabotez tout mon travail. Manon se tourna lentement pour faire face à Valérie. Madame, j'essaie juste d'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous fassiez ce pourquoi je vous paie et que vous restiez en dehors de l'éducation de ces enfants. Je comprends votre préoccupation, mais, il n'y a pas de mais. Soit vous cessez d'interférer, soit vous cherchez un autre travail. Le silence qui suivit fut tendu. Stéphane s'approcha de la fenêtre, le cœur battant la chamade. Je veux juste que les enfants aillent bien, dit finalement Manon. Les enfants vont parfaitement bien. Le problème, c'est vous. Cet après-midi-là, au déjeuner dans le jardin, Manon était plus silencieuse que jamais. Stéphane remarqua qu'elle avait à peine touché à sa nourriture. Vous avez l'air préoccupé. Je vais bien. Vous êtes sûr? On dirait que quelque chose vous dérange. Manon le regarda avec des yeux fatigués. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous avez grandi avec votre famille? Oui. Pourquoi? Moi non. Manon joua avec la nourriture dans son assiette. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Ma mère travaillait tellement qu'elle n'était presque jamais à la maison. J'ai grandi essentiellement seul. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé d'avoir une vraie famille, une famille stable, pleine d'amour. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je suppose que c'est pour ça que ça me fait si mal de voir quand les familles ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Stéphane sentit une pointe de douleur. Parfois, les familles ne sont pas ce qu'elles semblent être de l'extérieur. Que voulez-vous dire? Que les gens peuvent prétendre être quelque chose qu'ils ne sont pas. Que le véritable amour ne se trouve pas toujours là où l'on s'attend à le trouver. Manon le regarda avec intensité. Vous parlez d'expérience? Peut-être. Ils restèrent silencieux un moment. Stéphane réalisa qu'il se penchait vers elle, attiré par l'honnêteté dans ses yeux, par la bonté qu'elle irradiait. Manon s'approcha aussi, comme si une force invisible les attirait. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre quand ils entendirent des sanglots venant de la maison. Chloé! Manon se leva immédiatement et courut vers le bruit. Stéphane la suivit et ils trouvèrent la fillette en larmes dans le couloir, des livres éparpillés sur le sol. Que s'est-il passé, ma chérie? Demanda Manon en s'agenouillant à côté d'elle. Elle s'est fâchée parce que je n'ai pas fini mes devoirs rapidement. Elle a jeté tous mes livres et a dit que j'étais une incapable comme mon père. Stéphane sentit son sang se glacer. Valérie ne se contentait pas de blesser physiquement ses enfants, elle détruisait systématiquement leur estime de soi. Ce soir-là, en feignant d'arroser les plantes du patio, Stéphane entendit une conversation téléphonique qui lui glaça le sang. Valérie était dans son bureau, parlant à quelqu'un qui était clairement un avocat. « J'ai besoin d'informations sur les droits de garde, disait-elle. Spécifiquement, quel droit ai-je en tant que belle-mère? Pause. Et combien de temps dois-je être mariée pour avoir des droits légaux sur les enfants? Autre pause. Je comprends. Et si le père était, disons, incapable de s'occuper d'eux pour une raison quelconque? Stéphane s'approcha de la fenêtre, le cœur battant si fort qu'il craignait que cela ne le trahisse. Non, il n'est pas malade. Je demande juste hypothétiquement ce qui se passerait s'il ne pouvait pas être présent dans leur vie. La conversation se poursuivit pendant plusieurs minutes. Quand Valérie raccrocha, Stéphane resta paralysé par l'horreur de ce qu'il avait entendu. Valérie n'aimait pas ses enfants, elle les voulait sous son contrôle et explorait des moyens légaux de les garder, même si quelque chose lui arrivait. Le lendemain, Stéphane observa quelque chose qui le remplit à la fois d'admiration et de terreur. Manon apprenait discrètement aux enfants des codes simples pour communiquer. Si vous avez besoin d'aide et que je ne suis pas là, leur chuchota-t-elle pendant le petit déjeuner, frappée 3 fois au mur. Si tout va bien, mettez la salière au centre de la table.
S'il y a un danger, laissez-la dans le coin. Elle leur apprit aussi des signes avec les mains. Un poing fermé signifiait « attention ». Les doigts étendus signifiaient « tout est clair ». Un pouce vers le bas signifiait « à l'aide ». Stéphane observait depuis le jardin comment ce réseau de protection silencieux se formait. Manon organisait une résistance, préparant ses enfants à survivre jusqu'à ce qu'ils puissent agir. Le lundi matin, Valérie donna à Manon un ultimatum final. « C'est votre dernier avertissement », dit-elle d'une voix glaciale. « Soit vous cessez d'interférer dans ma façon d'éduquer ces enfants, soit vous quittez cette maison aujourd'hui même. »« Madame, je ne veux pas d'excuses, je veux de l'obéissance. »« Je comprends. Et pour votre information, j'ai des contacts dans toutes les bonnes maisons de cette ville. Si je vous licencie avec une mauvaise référence, vous ne trouverez de travail nulle part de décent. M'avez-vous comprise ?» Manon la regarda droit dans les yeux. « Je vous ai parfaitement comprise, madame. »« Bien. J'espère que vous prendrez la bonne décision. » Cet après-midi-là, Stéphane trouva Manon en train de pleurer seule dans la buanderie. Elle ne savait pas qu'il se tenait là, à la porte du jardin. Ses sanglots étaient silencieux mais déchirants. « Comment puis-je les abandonner maintenant ?» murmura-t-elle entre deux larmes. « Comment puis-je les laisser seuls avec elle ?» Elle s'essuya les yeux avec force, comme pour se reprocher de montrer de la faiblesse. « Mais si je reste, elle me rendra la vie impossible. Et si je pars, » sa voix se brisa. « Si je pars, il n'y a personne d'autre pour les protéger. » Stéphane sentit son cœur se briser. Cette femme était prête à sacrifier son propre bien-être pour protéger ses enfants. Elle les aimait plus sincèrement que leur propre belle-mère. Cette nuit-là, Stéphane prit sa décision. Il appela Nicolas depuis l'hôtel. « Je veux que tu prépares les papiers du divorce. Demain, je vais en finir avec ça. Tu es sûr ? Une fois que tu auras révélé ton identité, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je suis sûr. Cette femme détruit mes enfants et menace la seule personne qui les protège. Quelle preuve as-tu ? Des bleus sur les hauts, des humiliations constantes, des menaces. Et je l'ai entendu parler à un avocat des droits de garde. Ce dernier point est très sérieux, Stéphane. Je sais, c'est pourquoi je dois agir maintenant. Et l'employée de maison, qu'est-ce que tu vas faire pour elle ? Stéphane garda le silence un moment. Je ne sais pas. J'espère qu'elle pourra me pardonner de lui avoir menti. Fais attention. Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Je ne peux pas me permettre que ça tourne mal. Le dernier jour de la mascarade commença par la plus grande humiliation que Stéphane ait jamais vue. Valérie réunit les enfants dans le salon après le petit déjeuner. « Je veux que vous me demandiez pardon, » annonça-t-elle. « Pourquoi, madame ?» demanda Léo. « Pour avoir été si difficile depuis que votre père est parti en voyage, pour m'avoir rendu la vie impossible, pour avoir été mal élevé et insolent. » Les enfants se regardèrent, confus. « Mais nous n'avons pas, demandez-moi pardon maintenant. » Chloé commença à pleurer en silence. Léo lui prit la main. « Pardon, madame Valérie, » dirent-ils à l'unisson. « Pardon pourquoi ? » Pour avoir été difficile et pour avoir été mal élevé. Mieux. Maintenant, promettez-moi que lorsque votre père reviendra, vous serez des enfants modèles, sans plainte, sans pleurnicherie, sans désobéissance. Nous le promettons. Stéphane observait depuis la fenêtre, voyant l'humiliation dans les yeux de ses enfants. Manon se tenait à la porte de la cuisine, les poings serrés et des larmes de rage coulant sur ses joues. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Stéphane retira sa fausse barbe pour la dernière fois. Il se regarda dans le miroir et répéta les mots qu'il allait dire. « Valérie, c'est Stéphane. J'ai observé comment tu traites mes enfants. Non, trop direct. Je ne te permettrai pas de faire du mal à mes enfants un jour de plus. Mieux. » Il prit la photo de Léo et Chloé qu'il avait emportée avec lui. Sur l'image, il souriait, heureux, en sécurité. Ses enfants n'existaient plus. Valérie avait détruit leur innocence, leur confiance, leur joie. « Je vous promets que je ne laisserai plus jamais personne vous faire du mal, » murmura-t-il à la photo. « Plus jamais. » Il rangea la fausse barbe dans la valise qu'il n'utiliserait plus. Demain, Stéphane reviendrait chez lui, et quand cela arriverait,
Valérie découvrirait qu'elle avait terriblement sous-estimé l'homme qu'elle avait humilié en tant que jardinier. La supercherie était sur le point de se terminer, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, Stéphane enfila ses vêtements de jardinier pour la dernière fois, mais sous sa chemise de travail, il portait un enregistreur numérique. Dans sa poche, il avait sa véritable carte d'identité et les clés de la maison. En conduisant vers ce qui avait été son foyer pendant les 8 derniers mois, il ressentit un mélange de détermination et de terreur. Dans quelques heures, tout aurait changé pour toujours. Manon perdrait le jardinier dont elle était tombée amoureuse. Ses enfants découvriraient que leur père les avait espionnés. Et Valérie apprendrait qu'on ne peut pas tromper impunément le propriétaire de la maison. Stéphane se gara dans la rue comme il l'avait fait tous les matins précédents, mais cette fois, quand il sonnerait à la porte de service, ce serait la dernière fois qu'il le ferait en tant que Robert, le jardinier. Stéphane arriva à 6 heures du matin, 1 heure plus tôt que d'habitude. Avant même de sonner, il pouvait déjà entendre des cris venant de l'intérieur de la maison. Son cœur s'accéléra alors qu'il s'approchait de la fenêtre de la cuisine. Désastreuse. Tout ce que tu touches se transforme en désastre. La voix de Valérie résonnait, pleine de colère. À travers la vitre, Stéphane vit Chloé debout près de la table du petit-déjeuner, un verre de lait renversé à ses pieds. Le liquide blanc s'étalait sur le tapis persan qu'Hélène avait choisi des années auparavant. C'était un accident, madame. Il m'a glissé des mains. Un accident, c'est toujours un accident avec toi. Tu es une incapable, une maladroite. Chloé commença à pleurer en silence, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle regardait le désastre sur le sol. Ne pleure pas. Pleurer ne va pas nettoyer cette saleté. Stéphane serra les poings. Il voulait entrer immédiatement, mais il se retint. Il avait besoin de voir jusqu'où irait Valérie. Il avait besoin de preuves irréfutables. Nettoie ça tout de suite, ordonna Valérie. Avec quoi, madame? Avec tes mains. On verra si ça t'apprend à faire attention. Mais, pas de mais. À terre. Maintenant. Stéphane observa, horrifié, sa fille de 12 ans s'agenouiller dans la flaque de lait. Avec ses petites mains, elle essayait de rassembler le liquide, mais ne parvenait qu'à l'étaler davantage. Plus vite, et arrête de pleurer comme un bébé. Chloé sanglotait en essayant de nettoyer, ses mains déjà trempées et collantes. Léo dévala les escaliers en courant. Chlo, je t'aide. Non. Valérie repoussa le garçon loin de sa sœur. C'est elle qui a fait le désastre. C'est elle qui nettoie. Léo perdit l'équilibre et heurta le mur. Il se frotta l'épaule, mais ne se plaignit pas, regardant seulement sa sœur avec désespoir. À ce moment, Manon apparut de la buanderie, portant un seau et des chiffons. « Madame, puis-je aider, dehors » cria Valérie. « Je n'ai pas besoin que tu viennes chouchouter cette gamine maladroite. Je voulais juste, j'ai dit dehors. Cet enfant va apprendre à être responsable de ses actes. » Manon resta plantée à la porte, les chiffons à la main, regardant Chloé continuer à essayer inutilement de nettoyer avec ses mains. Ses yeux se remplirent de larmes d'impuissance. Stéphane s'éloigna de la fenêtre, tremblant de rage. Il devait se contrôler. Le plan était d'attendre le moment parfait, et ce moment n'était pas encore arrivé. À 10 heures du matin, les amis de Valérie commencèrent à arriver pour le déjeuner. Stéphane les avait déjà vus, Sandrine, Nathalie et Sophie, 3 femmes de la haute société qui passaient leur temps à commérer et à rivaliser pour savoir qui avait la vie la plus parfaite. « Les enfants !» cria Valérie depuis le salon. « Venez immédiatement !» Léo et Chloé descendirent les escaliers. Stéphane remarqua qu'elle leur avait fait changer de vêtements. Ils portaient maintenant des tenues formelles. Léo en pantalon de ville et chemise blanche, Chloé avec une robe bleu marine et des chaussures qui lui faisaient visiblement mal aux pieds. « Dites bonjour aux dames » ordonna Valérie. « Bonjour, mesdames » dirent-ils à l'unisson comme de petits soldats. « Oh, qu'ils sont beaux » s'exclama Sandrine. « On dirait des poupées de porcelaine. »« Oui, tu as vraiment fait un excellent travail avec eux, Valérie » ajouta Nathalie. « On sent la discipline. » Valérie sourit avec une fausse fierté. « Ça a été un travail difficile, mais vous voyez les résultats. Maintenant, allez dans vos chambres, dit-elle aux enfants.
Les dames et moi avons des choses importantes à nous dire. Et je veux un silence absolu. Compris? Oui, madame. Stéphane les regarda monter les escaliers d'un pas lourd, comme des condamnés marchant vers l'échafaud. Durant le déjeuner, les femmes discutèrent de leur vie parfaite tout en mangeant de la salade et en buvant du vin blanc. Stéphane s'occupa à tailler les buissons près de la terrasse, d'où il pouvait tout entendre. Les enfants ont l'air très bien élevés, commenta Sophie. Oui, quand Stéphane t'a épousé, nous pensions qu'il serait difficile de gérer les enfants d'un autre, dit Sandrine avec une fausse douceur. Au début, c'était compliqué, admit Valérie. Ils étaient très mal élevés. Mais une discipline constante donne des résultats. Et Stéphane est d'accord avec tes méthodes? Bien sûr. Il me donne carte blanche pour les éduquer comme je l'entends. À ce moment, on entendit des pas descendre les escaliers. Chloé apparut sur la terrasse, marchant lentement vers la table. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Valérie d'une voix glaciale. « J'ai soif, madame. Puis-je prendre de l'eau ?» Les amis sourirent avec indulgence. « Quel enfant poli, » dit Nathalie. « D'accord, mais fais vite, » grogna Valérie. Chloé s'approcha de la table où se trouvait une carafe d'eau et des verres, mais ses mains tremblaient, peut-être de nervosité, peut-être de soif. Quand elle souleva le verre, il lui glissa des doigts. Le bruit du verre se brisant sur le sol fut comme un coup de feu dans le silence. Mais pire encore fut le cri qui suivit. « Qu'as-tu fait » Valérie se leva si violemment qu'elle renversa sa chaise. Le jus d'orange du verre brisé s'était répandu sur toute la terrasse, et quelques gouttes avaient éclaboussé son chemisier en soie blanche. « Pardon, madame, c'était sans faire exprès, idiote. Ce chemisier coûte plus cher que ce que ton père gagne en une semaine. » Les amis regardaient la scène, les yeux écarquillés, leurs fourchettes suspendues en l'air. Valérie, calme-toi, tenta de calmer Sandrine. Ne me dis pas de me calmer. Stéphane laissa tomber ses cisailles. Depuis le jardin, il voyait parfaitement Valérie s'approcher de Chloé, la main levée. Tu vas payer pour ça. La main de Valérie s'éleva dans les airs, se dirigeant vers le visage de la fillette. Chloé ferma les yeux, attendant le coup. Mais le coup n'atteignit jamais sa cible. Manon avait surgi de nulle part, s'interposant entre Valérie et l'enfant. Le son de la gifle résonna sur toute la terrasse lorsque la main de Valérie rencontra la joue de Manon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Manon chancela sous l'impact, la main sur le visage. Une marque rouge vif apparaissait sur sa joue, là où elle avait reçu le coup destiné à Chloé. « Pour qui te prends-tu » rugit Valérie, les yeux injectés de sang. « Pour quelqu'un qui ne laissera pas une enfant se faire frapper, » répondit Manon d'une voix ferme malgré la douleur. « Tu n'es qu'une employée. Une bonne. Et tu oses protéger ces morveux mal élevés ? Quoi que je sois, je ne vous laisserai pas maltraiter une créature sans défense. » Les amis de Valérie étaient maintenant debout, visiblement mal à l'aise. Nathalie avait sorti son téléphone, probablement pour filmer. Sandrine essayait de s'approcher. « Valérie, s'il te plaît, les voisins vont entendre. » « Je me fiche de ce que les voisins entendent. » Valérie était complètement hors de contrôle. Son visage était rouge de colère, des veines se dessinant sur son front. « Je vais appeler la police. Je vais dire que tu m'as agressé, que tu as volé quelque chose dans cette maison. » « Faites ce que vous voulez, » répondit Manon en serrant Chloé contre elle. « Je vais te faire disparaître de ce quartier. Je m'assurerai que tu ne trouves plus jamais de travail dans une maison décente de cette ville. » Léo était descendu en courant en entendant les cris. Il se plaça immédiatement devant sa sœur, formant une barrière humaine avec Manon. « Personne ne défie mon autorité dans ma maison !» cria Valérie, complètement folle. Stéphane observait depuis le jardin, voyant la femme qu'il avait accueillie chez lui se transformer en monstre sous ses propres yeux. Il voyait la terreur sur les visages de ses enfants, la détermination courageuse de Manon, le malaise des invités. Il en avait assez vu. Il se dirigea lentement vers la terrasse, d'un pas délibéré. Ses mains ne tremblaient plus. Un calme glacial avait remplacé sa colère. « Assez » dit-il d'une voix basse mais ferme. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Valérie le regarda avec mépris, ne le reconnaissant pas encore dans son état de fureur. « Et toi, le jardinier idiot ?»
Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Je n'ai pas besoin d'autres incapables dans cette maison. Les amis le regardèrent étrangement. Il y avait quelque chose de familier en lui, mais elle ne pouvait pas le situer avec ses vêtements de jardinier et sa barbe. Tu n'appelleras personne, Valérie. Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. C'était une voix différente, plus profonde, plus autoritaire. Il avait perdu l'accent humble du jardinier. Stéphane porta les mains à son visage et commença à décoller lentement la fausse barbe. D'abord un côté, puis l'autre. La colle se détachait avec de petits bruits secs. Le silence sur la terrasse était absolu. On n'entendait que le bruit de la barbe qu'on enlevait et la respiration haletante de toutes les personnes présentes. « Mon Dieu !» murmura Sandrine, la première à le reconnaître. Nathalie porta la main à sa bouche. « Stéphane !» Sophie laissa tomber son verre de vin, qui s'écrasa sur le sol de la terrasse. Manon était paralysée, les yeux ronds, assimilant ce qu'elle voyait. Le pauvre jardinier dont elle était tombée amoureuse et les enfants regardaient, confus. Ils voyaient leur père, mais ne comprenaient pas comment il était apparu là, pourquoi il portait ses vêtements, pourquoi il enlevait une barbe. Mais ce fut Valérie qui eut la réaction la plus spectaculaire. Son visage passa par une série d'expressions, confusion, reconnaissance, horreur, panique. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau. Stéphane, réussit-elle finalement à articuler, mais tu étais comment? La réalité commença à la frapper par vagues. Le jardinier qu'elle avait humilié pendant des semaines était son mari. L'homme qu'elle avait appelé, les gens comme vous, était le propriétaire de la maison. L'idiot qu'elle avait méprisé était le père des enfants qu'elle avait maltraités. Je peux tout expliquer, balbutia-t-elle. Stéphane finit d'enlever la barbe et la laissa tomber au sol. Sans le déguisement, il était impossible de ne pas le reconnaître. Le brillant entrepreneur Stéphane se tenait sur sa propre terrasse, habillé en jardinier, avec le regard le plus froid que ses enfants lui aient jamais vu. « J'ai assez vu », dit-il d'une voix calme mais chargée d'une colère glaciale. Valérie chancela comme si elle avait reçu un coup physique. En quelques secondes, son monde parfait s'était complètement effondré. Tout était fini, et elle le savait. Le chaos qui suivit la révélation fut immédiat et brutal. Les amis de Valérie se levèrent de leurs chaises comme si elles avaient reçu une décharge électrique. Sandrine fut la première à réagir, ramassant son sac à main avec des mouvements nerveux. « Je crois que nous ferions mieux de partir », murmura-t-elle, évitant le contact visuel avec tout le monde. « C'est très privé. » Nathalie hocha vigoureusement la tête, se dirigeant déjà vers la sortie. « Oui, on t'appellera plus tard, Valérie. » Sophie la suivit sans un mot, mais Stéphane remarqua comment elle se retournait pour le regarder avec un mélange de curiosité et d'horreur. Il savait qu'avant la tombée de la nuit, toute la résidence serait au courant de ce qui s'était passé. Lorsque les trois femmes disparurent, le silence sur la terrasse devint assourdissant. Il ne restait plus que Stéphane, Valérie, Manon et les deux enfants. L'air était chargé de tension, comme avant un orage. Valérie fut la première à tenter de rompre ce silence. Sa voix sortit brisée, désespérée. « Stéphane, mon amour, je peux tout expliquer. » Elle s'approcha de lui avec des pas hésitants, tendant les mains comme pour le toucher. « J'étais juste en train de les discipliner. Ils avaient besoin d'apprendre. Tu m'as toi-même demandé de m'occuper d'eux. » Stéphane la regarda avec une froideur qui la fit reculer. « Ne t'approche pas. » « Mais chérie, comprends. Les enfants étaient très mal élevés. J'essayais juste de quoi exactement, Valérie ? » Sa voix était contrôlée, mais il y avait quelque chose de dangereux en elle. De leur apprendre que c'est normal de se faire frapper ? Que c'est normal d'avoir faim ? Que c'est normal de vivre dans la peur dans sa propre maison ? Ce n'étaient pas des coups, juste quelques petites tapes. Une discipline normale. J'ai vu comment tu as poussé Léo contre le mur. J'ai vu les bleus sur son bras. J'ai vu comment tu as enfermé Chloé dans la salle de bain pour avoir demandé de l'aide pour ses devoirs. À chaque mot, la voix de Stéphane devenait plus ferme. J'ai vu comment tu les as humiliés, comment tu les as privés de nourriture, comment tu as détruit leurs jouets. Et je viens de voir comment tu as attaqué une femme qui essayait seulement de les protéger. Valérie se mit à pleurer, mais c'était des larmes de crocodile, calculées. « Stéphane, s'il te plaît,
On peut arranger ça? On peut faire une thérapie de couple? Je peux changer. Non. Le mot tomba comme un coup de marteau. C'est fini, Valérie. Complètement. Sans plus de mots, Stéphane se dirigea vers ses enfants. Léo et Chloé étaient blottis contre Manon, le regardant avec un mélange de confusion et de soulagement. Il s'agenouilla devant eux et les enveloppa dans ses bras. « Pardonnez-moi » murmura-t-il contre leur tête. « Pardonnez-moi d'avoir mis si longtemps. Pardonnez-moi de vous avoir laissé seul avec elle. »« Papa, » dit Léo d'une voix tremblante, « tu étais vraiment caché tout ce temps ?» Stéphane se sépara d'eux pour les regarder dans les yeux. Il savait qu'il leur devait une explication, mais comment expliquer à deux enfants de 12 ans qu'il avait dû espionner sa propre maison pour les protéger? J'avais des soupçons que quelque chose n'allait pas quand je partais travailler, mais j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves. C'est pour ça que tu t'es déguisé en jardinier? Demanda Chloé. Oui, c'était le seul moyen de voir ce qui se passait vraiment quand je n'étais pas là. Les enfants assimilèrent cette information en silence. Puis Léo demanda, « Elle ne nous fera plus de mal ?» Plus jamais, promit Stéphane. Vous n'aurez plus jamais à vivre dans la peur. Tout en consolant ses enfants, il était conscient que Manon n'avait pas dit un mot depuis la révélation. Quand il leva les yeux, il la trouva en train de le regarder avec une expression qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Il y avait de la douleur, de la confusion, peut-être même de la trahison. « Manon, commença-t-il. Vous avez menti, dit-elle simplement. Vous m'avez menti, surtout. Oui, j'ai menti sur qui j'étais, sur ma situation financière, sur le fait de ne pas avoir d'enfant. Il se leva lentement. Mais je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais pour vous. Manon secoua la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce que nous avons ressenti dans le jardin était réel. Les conversations que nous avons eues étaient réelles. Mon admiration pour votre courage, pour votre bonté, pour la façon dont vous avez protégé mes enfants. Tout cela était réel. J'ai besoin de temps, murmura Manon. J'ai besoin de digérer tout ça. Stéphane hocha la tête, bien que son cœur se brisât un peu. Je comprends. Valérie, qui avait écouté cet échange avec un désespoir croissant, fit une dernière tentative pathétique pour reprendre le contrôle. Attendez une minute. Cria-t-elle. Vous ne pouvez pas simplement me mettre dehors. Je suis votre femme. J'ai des droits. Tes droits ont pris fin quand tu as levé la main sur mes enfants, répondit Stéphane sans se retourner vers elle. Nicolas viendra demain avec les papiers du divorce. Tu ne peux pas me faire ça. La maison, l'argent, tout, relie l'accord prénuptial que tu as signé. Tu n'as droit à rien. La couleur quitta le visage de Valérie alors qu'elle se souvenait du document qu'elle avait signé sans le lire, trop excitée à l'idée d'épouser un homme riche pour se soucier des détails juridiques. Le soir même, Nicolas arriva avec 2 gardes de sécurité et des documents légaux. Valérie fut escortée hors de la maison avec seulement les biens qu'elle avait apportés 8 mois plus tôt. Ses cris et ses menaces de poursuites judiciaires s'entendirent jusqu'à ce que la voiture disparaisse dans la rue. L'ordonnance restrictive sera prête demain, informa Nicolas à Stéphane. Elle ne pourra pas s'approcher à moins de 500 mètres de toi ou des enfants. Et si elle essaie quoi que ce soit, avec les preuves que tu as et les témoignages de ses propres amis, elle n'a aucune chance devant la justice. De plus, son comportement d'aujourd'hui a été vu par des témoins. N'importe quel juge la jugerait dangereuse pour les mineurs. Les semaines suivantes furent les plus difficiles que Stéphane ait affrontées depuis la mort d'Hélène. Les enfants eurent besoin d'une thérapie psychologique pour surmonter tout ce qu'ils avaient vécu. Le docteur Dubois, une spécialiste du traumatisme infantile, lui expliqua que les effets de la maltraitance psychologique pouvaient durer longtemps. Léo fait des cauchemars, lui rapporta TL lors d'une des séances familiales. Il se réveille en hurlant, pensant que Valérie est revenue. Et Chloé sursaute chaque fois que quelqu'un élève la voix, même si ce n'est pas dirigé contre elle. Stéphane se sentit dévasté. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il guérisse? Chaque enfant est différent, mais avec de l'amour, de la patience et une thérapie constante, ils peuvent se rétablir complètement. L'important est qu'ils sont maintenant dans un environnement sûr. Il décida de prendre un congé sans solde de son travail pour se consacrer entièrement à ses enfants.
Il annula toutes les réunions, reporta tous les projets. Sa priorité absolue était le rétablissement de Léo et Chloé. Il décida également de n'engager aucune employée pour le moment. Ils avaient tous les trois besoin de temps pour guérir ensemble, pour reconstruire la confiance, pour redevenir une famille. Stéphane apprit à cuisiner, à repasser, à entretenir la maison. Il était maladroit au début, mais ses enfants riaient de ses tentatives ratées de préparer des dîners élaborés. Et ces rires valaient plus que n'importe quel repas parfait. Manon, pendant ce temps, avait pris un travail temporaire chez une famille dans une autre résidence. Elle avait besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé. Stéphane respecta sa décision, même si elle lui manquait terriblement. 3 semaines passèrent sans qu'ils se parlent. Puis, un samedi après-midi, elle se présenta à sa porte. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. » Ils s'assirent dans le salon, le même endroit où Valérie avait tant de fois humilié les enfants, mais qui semblait maintenant différent, plus chaleureux, plus sûr. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Manon, « à tout ce qui s'est passé. Au mensonge, à la vérité, à nous. » Stéphane attendit en silence, le cœur battant la chamade. « Au début, je me suis senti très trompé, comme si tout avait été une farce. Mais ensuite, je me suis souvenu de nos conversations dans le jardin. Je me suis souvenu de la façon dont vous me traitiez, dont vous parliez des enfants, comment vous m'avez défendu quand Valérie m'a humilié. Tout cela était réel, » dit doucement Stéphane. « Je sais. Et je sais aussi pourquoi vous l'avez fait. Vous avez vu que vos enfants étaient en danger et vous avez trouvé le seul moyen de les protéger. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « N'importe quel père aurait fait la même chose. Pouvez-vous me pardonner ? » « Il n'y a rien à pardonner. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Manon demanda, « Les enfants vont bien ? » « Mieux. Lentement, mais mieux. Vous leur manquez. Vous nous manquez. Vous me manquez tous aussi. » Au cours des semaines suivantes, Manon commença à leur rendre visite régulièrement, non pas comme une employée, mais comme une amie. Elle aidait à préparer le dîner, jouait avec les enfants, et se réintégrait peu à peu dans leur vie. Mais maintenant, tout était différent, c'était un choix, pas une obligation professionnelle. Les enfants étaient ravis quand elle arrivait. Ils couraient pour l'embrasser. Ils lui parlaient de l'école, de la thérapie, de leurs cauchemars, qui devenaient de moins en moins fréquents. Avec elle, il se sentait en sécurité d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie avec Valérie. Un soir, après que les enfants se soient couchés, Stéphane et Manon restèrent dans le jardin, sur le même banc où ils avaient partagé tant de repas en tant que jardiniers et employés de maison. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal dans tout ça ? » dit soudain Manon. « Quoi ? » ?»« C'est que je suis tombée amoureuse du jardinier. De l'homme humble qui partageait son sandwich avec moi, qui me traitait comme son égal, qui se souciait sincèrement des enfants. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, je ne sais pas si cet homme était réel ou juste un rôle. »« Il était réel, » répondit Stéphane avec intensité. « Cet homme, c'est moi. L'argent, l'entreprise, la grande maison, ce ne sont que des circonstances. Mais l'homme qui est tombé amoureux de vous, qui a admiré votre courage, qui a vu en vous la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée, c'est vraiment moi. Comment puis-je en être sûr ? Parce que je te demande de me redécouvrir. Sans déguisement, sans mensonge, sans rôle à jouer. Juste moi. » Au cours des mois suivants, c'est exactement ce qu'ils firent. Stéphane courtisa à nouveau Manon, mais cette fois en étant complètement honnête sur qui il était. Il lui montra son monde réel, les réunions d'affaires, les responsabilités financières, la pression de diriger une entreprise. Mais il lui montra aussi ce qui comptait vraiment, ses valeurs, ses rêves, son amour pour ses enfants. Manon, de son côté, lui permit de connaître sa véritable personnalité. Sans la dynamique patron-employé, elle pouvait être plus ouverte sur ses opinions, ses ambitions, ses peurs. Ils découvrirent qu'ils se complétaient d'une manière qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. 6 mois après l'expulsion de Valérie, Stéphane prit une décision. C'était un samedi matin, et il était dans le jardin avec Manon, lui apprenant à tailler les rosiers qu'il avait plantés pendant ses jours de jardinier. « Manon, » dit-il soudain, en posant ses cisailles. « Oui. » Il s'agenouilla devant elle, au même endroit où il avait si souvent fait semblant d'être jardinier.
Mais maintenant, il n'y avait pas de comédie, pas de déguisement, juste un homme amoureux demandant une seconde chance à l'amour. Je n'ai pas de bague, commença-t-il. Je n'ai pas de discours préparé. J'ai seulement une vérité. Je t'aime. Pas comme ton patron, pas comme le millionnaire déguisé, mais comme l'homme que tu transformes en une meilleure version de lui-même. Manon porta les mains à sa bouche, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que nous soyons une vraie famille, construite sur l'honnêteté et l'amour sincère. Mais seulement si tu le veux. Sans pression financière, sans obligation professionnelle. Juste parce que nous nous aimons. Oui, murmura Manon, mais à une condition. Laquelle? Qu'il n'y ait plus jamais de secret entre nous. Que nous soyons de vrais partenaires, en tout. Je te le promets. La bague arriva plus tard. La cérémonie fut petite, intime, célébrée dans le même jardin où ils s'étaient rencontrés. Léo et Chloé furent les témoins, rayonnant d'un bonheur sincère pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait pas de robe élaborée ni de décoration coûteuse, juste une famille qui choisissait d'être ensemble. Manon ne devint pas la nouvelle mère des enfants. Cela aurait été irrespectueux envers la mémoire d'Hélène. Au lieu de cela, elle devint quelque chose de peut-être plus précieux, la femme qui choisit d'aimer cette famille, qui choisit de la protéger, qui choisit d'aider à guérir les blessures que d'autres avaient causées. Un an plus tard, le changement dans la maison était évident pour quiconque la visitait. Il y avait à nouveau des rires. Les enfants couraient dans les couloirs sans crainte. Les repas étaient des moments de conversation joyeuse, pas de silence forcé. Des règles existaient, mais elles étaient basées sur le respect mutuel et l'amour, pas sur la peur. Stéphane avait repris le travail, mais avec un horaire différent. Il ne donnerait plus jamais la priorité aux affaires sur sa famille. Il avait appris que tout l'argent du monde ne valait rien s'il n'avait pas ses proches, en sécurité et heureux. Manon était enceinte de leur premier enfant ensemble. Les enfants étaient excités à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Ils avaient déjà commencé à planifier comment il lui apprendrait à jouer au football et à dessiner. Un après-midi, alors qu'il observait sa famille dans le jardin, Manon lisant un livre sous le platane, Léo et Chloé jouant avec le chien qu'ils avaient récemment adopté, Stéphane réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il avait failli tout perdre pour ne pas avoir vu les signes à temps. Il avait failli laisser ses enfants subir des dommages irréparables en faisant confiance à la mauvaise personne. Mais il avait aussi découvert que le véritable amour arrive parfois déguisé de manière inattendue. Manon, qui était entrée dans sa vie comme une employée, s'était avérée être la partenaire qu'il cherchait sans le savoir. Une femme qu'il aimait pour ce qu'il était vraiment, pas pour ce qu'il avait. Une femme prête à tout risquer pour protéger les plus vulnérables. Le jardinier n'avait été qu'un déguisement, mais il avait révélé des vérités que Stéphane n'aurait jamais découvertes autrement. Il avait appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à sa position sociale ou à son compte en banque, mais à son caractère, à sa compassion, à sa volonté de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Alors que le soleil se couchait sur le jardin où tout avait commencé, Stéphane sourit. Sa famille était complète, ses enfants guérissaient, sa femme l'aimait sincèrement, et il avait appris que parfois, il faut enlever tous les masques pour trouver ce qui compte vraiment. L'histoire du jardinier était terminée, mais l'histoire de la famille qu'il avait sauvée ne faisait que commencer.